Hello tout le monde, ici Mehdi et bienvenue au mois d'août à l'Eb. Aujourd'hui, on va recevoir Mélanie, qui est une amie à moi et qui va nous parler un peu de sa vision du monde. Mélanie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors du coup, je suis Mélanie et je suis accompagnante psycho-énergétique, notamment avec les bols chantants, la communication quantique et l'astrologie. D'ailleurs, mon soleil est en Cancer et j'aime bien prendre soin de ma famille. Donc je suis maman de 2 enfants que j'adore absolument et qui m'accompagnent finalement eux aussi dans tout ce qui est de mes aspirations personnelles au niveau, de l'accompagnement familial. Voilà. D'accord, intéressant. Et du coup, tes inspirations personnelles, qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, mes aspirations personnelles, alors c'est vraiment ce besoin, ce désir profond en fait finalement d'aller accompagner les familles, de revoir les systèmes familiaux et puis d'apporter un regard neuf en fait finalement sur l'enfance. C'est-à-dire? C'est-à-dire vraiment aller reconnecter en fait puissamment à ce que l'enfant peut nous apporter et à l'importance en fait qu'il a dans notre société. C'est-à-dire? Les enfants sont vraiment pour moi une source d'inspiration en fait. Ça a été un bouleversement quand mon grand est né justement et en fait, quand il est arrivé dans ma vie, ça a vraiment tout chamboulé dans ma tête. J'avais vraiment une vision, si j'ose dire, très réductrice de l'enfant, finalement, où l'enfant a peu d'importance, en fait, dans la société. Enfin, la place est aux adultes, et puis c'est les adultes qui font la société. Et c'est vrai que lui m'a apporté cette valeur, en fait, finalement, de ce qu'est l'enfant et de ce qu'est l'enfance. D'accord. Et du coup, quelles sont ces valeurs? Alors c'est là où on grandit. C'est le terreau en fait sur lequel tous les adultes se basent en fait finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on est amené à faire à avoir des interactions, à créer des choses en fait, même au niveau professionnel, qui sont finalement basées sur ce même terreau sur lequel on a grandi. Mmh. Donc ce terreau-là, il va déterminer finalement toute notre vie d'adulte. Alors après, bien sûr, le terreau peut se nourrir, il peut se renouveler. Enfin voilà, on peut vraiment en faire ce qu'on a envie, ou on peut le laisser sécher aussi. C'est un choix personnel, hein. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'on se base sur ce terreau-là. Et puis ça détermine beaucoup de choses, en fait, finalement, dans notre vie. Donc voilà, ça m'a fait remettre en perspective nos vies d'adultes, en fait, complètement. Donc pour toi, en fait, ce terreau-là, c'est un peu la base sur laquelle tout le monde pousse finalement. Et si ce terreau est mal entretenu, mal occupé durant l'enfance, ça a des répercussions sur notre vie d'adulte. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, ton rôle en fait dans cet accompagnement familial, donc c'est de replacer l'enfant au centre de ce qu'il représente. Et comment tu abordes cette approche, comment tu rencontres les familles? Parce que j'imagine que tu te heurtes à des visions du monde qui sont complètement différentes, parallèles ou tout autre. Comment tu arrives en fait à intégrer ces mondes? Alors c'est vraiment prendre et rendre la place à l'enfant. Donc ce qui se passe, c'est que les gens viennent consulter surtout pour une problématique en lien avec leur enfant. Ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment ouvrir l'espace pour l'enfant. Donc de toute façon, du moment où quelqu'un vient en consultation pour son enfant, cet espace il est déjà ouvert. Donc la place de l'enfant elle est déjà là. Oui, en fait le parent vient déjà avec la démarche. Voilà, exactement. Donc il est ouvert à la compréhension. Il y a déjà cet espace qui est ouvert, il n'y a pas forcément cette compréhension. C'est-à-dire qu'on est, tous différents, puis on vit tous dans des systèmes différents.
Donc des fois, oui, le système familial de ces personnes-là va peut-être se confronter à mon système. Et puis ça va être un chemin d'évolution, en fait, et personnel pour moi, et pour les familles qui sont en face. Mhm. Et puis ensemble, en fait, on va co-créer un espace autour de l'enfant pour voir dans son individualité ce qui est relevant de faire. Où est-ce qu'il est relevant d'aller, en fait, par rapport à une thématique donnée, en fait. Donc on va vraiment aller en profondeur, en fait, dans la conscientisation de ce qu'il se passe et de là où l'enfant a envie d'aller. Mhm. Et ensuite, forcément, il va y avoir des questionnements, des ajustements. Parce que ça va convenir pour un, puis pas pour l'autre. Par exemple, quand il y a 2 parents. Et puis, en fait, il y a peut-être aussi mon prisme qui va pouvoir permettre d'ouvrir d'autres portes. Et c'est vraiment un ajustement, en fait, durant la séance pour pouvoir trouver une cohésion autour de l'enfant. Mhm. Et du coup, tu disais que ça t'apporte aussi personnellement. Oui, alors, c'est-à-dire qu'en fait, je fais vraiment, j'appelle ça psycho-énergétique, parce qu'il y a vraiment tout un espace énergétique, en fait, finalement, qu'on ouvre ensemble, où on est tous ensemble dans cet espace. Je ne peux pas être hors de l'espace et laisser la famille dedans, et puis traiter le problème depuis l'extérieur. Tu es obligé d'être à l'intérieur. Oui, c'est ça. En fait, je fais partie de cet espace à ce moment donné, en tout cas. Mhm. C'est-à-dire que je vais intégrer un petit peu ce système-là. Et puis, ce système-là ne fait pas forcément partie de moi, mais moi, je vais en faire partie à un moment donné. Mhm. Et du coup, à ce moment-là, en fait, moi, je vais co-créer. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages qui vont ressortir de ça. Moi, je vais avoir ce rôle un petit peu d'observateur aussi. Et puis, d'amener à un endroit ou à un autre. Puis de voir aussi comment ça peut accompagner les gens finalement dans un mieux-être, parce que c'est le but. Mhm. Et moi, dans cet espace-là, je vais apprendre et de mes systèmes propres, familiaux, entre autres, mais il n'y a pas que le système familial finalement qu'on va voir là-dedans. Parce qu'en fait, ça va toucher absolument tous les domaines de nos vies. Donc moi, ça va me faire évoluer sur ces plans-là, et ça va faire évoluer les gens qui sont là. Et en fait, on évolue en parallèle. C'est-à-dire que si moi, je ne vais pas évoluer dans cet espace-là, probablement qu'en face, les personnes ne vont pas évoluer non plus. Donc c'est quelque chose, c'est un système dans lequel on se tient la main. Ouais. Et on fonctionne ensemble. D'où pourquoi tu dis tu t'intègres à la sphère. Exactement. C'est ça. Donc tu donnes et tu prends en même temps. C'est-à-dire quand je dis prendre, c'est vraiment tu gagnes en fait, tu récupères des nouveaux apprentissages, des nouveaux apprentissages, des nouvelles manières de voir les choses. Donc tu n'es pas que là pour reprendre la place de l'enfant puis la rendre. Tu es aussi là pour un enrichissement pour tout le monde en fait, toi comprise. L'enrichissement, il touche autant les parents que l'enfant et comme tu disais, sur tous les domaines de la vie finalement. Oui, alors c'est ça exactement en fait, c'est que vraiment on est dans un système où donner, c'est la même énergie que recevoir. Mmh. Donc en fait, si je donne pas, je reçois pas. Si je reçois pas, je donne pas. Donc en fait, je suis obligée de fonctionner sur ce mode-là. C'est un cycle constant. Tu peux pas donner si tu reçois pas, et tu reçois pas si tu donnes pas. Exactement. Et puis du coup, c'est vraiment ce mouvement en fait finalement qu'on a ensemble. Parce que si je me mets pas en mouvement et que je te tiens la main, en fait, tu vas pas te mettre en mouvement non plus. C'est assez marrant comme tu dis parce que moi, quand tu m'as dit ça, l'image que j'ai eue en tête, c'est la respiration en fait. Tu prends de l'oxygène, tu relâches du gaz carbonique. Tu prends de l'oxygène, tu relâches du gaz carbonique. Mais en fait, tu prends, tu donnes parce que le gaz carbonique, il est bon pour les plantes. Et donc, du coup, elle prend le gaz carbonique, elle relâche de l'oxygène. Elle prend le gaz carbonique, elle relâche de l'oxygène. Et ce qui fait que tout le monde respire au final. C'est ça, exactement. C'est vraiment la vision que j'ai eue. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est vraiment primaire finalement comme besoin. Mm-hmm. Mais ça représente très très bien ça en fait finalement. Et finalement, c'est cette simplicité qui amène le résultat. Oui, exactement. C'est revenir à quelque chose de très simple. Parce qu'on a souvent tendance, en fait, aujourd'hui, à réfléchir très très loin et aller... on est dans une société qui fonctionne beaucoup avec le mental. Mm-hmm. Donc, le mental, il est assez performant, finalement, et il va chercher très 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 loin. Et puis, c'est comment on peut revenir à quelque chose d'assez essentiel, finalement, qui est
respiration, comme tu dis, ou cette base de la vie, finalement, qu'est le mouvement. Et cette base de mouvement, tu la vois plutôt d'un aspect mental, d'un aspect physique, d'un aspect autre ou... Alors, le mouvement, il peut être partout. Donc, il peut être physique, il peut être mental, il peut être émotionnel. En fait, le mouvement, c'est cet acte de changer, en fait, d'aller d'un espace à un autre, finalement. Et le mouvement, il peut être partout et nulle part en même temps. Et en fait, ce qu'on va ouvrir dans ces espaces, c'est vraiment de regarder là où il y a besoin de mettre du mouvement. Et parfois, ça va être de mettre du mouvement sur le corps. Et parfois, ça va être de mettre du mouvement à l'interne. Donc vraiment dans l'espace cœur, par exemple. Ou alors vraiment dans l'espace mental, justement. Où il y a besoin vraiment de conscientiser et puis de mettre beaucoup de mots. Non, mais... c'est basique, mais oui. Mais c'est vrai que c'est basique, mais on a beaucoup ça aussi dans nos sociétés aujourd'hui. C'est qu'il y a besoin, il y a un vrai besoin de mettre beaucoup de mots pour arriver à mettre en mouvement. Et c'est pas toujours comme ça, hein, parce que quand c'est par exemple le corps qui va parler, bah, ça va être beaucoup moins mental, du coup on a beaucoup moins de mots qui sortent. Et des fois c'est très succinct, par exemple en communication quantique, vraiment on a peu de mots. Que quand c'est le mental qui va parler, bah, on a beaucoup de mots. Quand c'est l'émotionnel, bah, ça va être très enveloppé comme ça. Enfin, il y a beaucoup de communications qui sont différentes sur les différents plans en fait, qu'on a sous nos différents corps finalement. Et puis, parfois, tout a besoin de se mettre en mouvement. Et parfois, c'est un seul plan qui a besoin de se mettre en mouvement. Le truc, c'est vraiment d'arriver à trouver cette harmonie et cette cohérence entre tous les plans d'un être pour qu'il puisse entièrement se mettre en mouvement. Parce qu'il suffit qu'il y ait un plan qui s'arrête. Par exemple, le plan émotionnel, typiquement, pour être très concrète, quand on a sur le plan émotionnel une charge où on est dans une situation vraiment bloquée, où on a de la frustration ou de la colère, ou alors de la tristesse, et bien du coup on va s'arrêter, le mouvement va s'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à laisser couler. Et en fait, c'est le plan émotionnel uniquement qui va bloquer tous les autres plans. Parce que les autres plans ne peuvent pas avancer. Enfin, un être en globalité, il a besoin que tous ces plans ils soient alignés pour pouvoir avancer. Et puis après, des fois, ça peut se manifester sur le corps physique. Donc par exemple, un pied cassé, quoi. Ouais. Un pied cassé, c'est physiquement, il est cassé, mais parfois, il y a d'autres choses sur les autres plans. La source est ailleurs, en fait. Voilà, il peut y avoir le plan uniquement physique, mais si le plan physique n'est pas réparé, c'est aussi accepter des fois que c'est uniquement le plan physique, et que le plan physique a besoin d'être réparé, et quand le plan physique est réparé, tout l'être peut se remettre en mouvement. Et en attendant, il est stoppé, il est arrêté. Parce qu'il y a le plan physique qui est arrêté. Comme un rouage qui bloque, et du coup, c'est toute la machine qui n'avance plus. Exactement. D'accord. Et du coup, je reviens sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est que quand on parle par exemple du plan physique, il y a peu de mots. Quand on parle du plan mental, il y a par exemple beaucoup de mots. Quand c'est le plan émotionnel, on est plus dans l'enveloppement. Si je ne me trompe pas, c'est ce que tu disais. Oui. Tu disais que notre société était très mentale et il y avait besoin de beaucoup de mots. Mais des fois, est-ce que trop de mots, ça n'embrouille pas plus qu'autre chose? Et qu'il faudrait un équilibre, par exemple, entre le physique, le corps qui dirait pas trop de mots, et en fait, il y aurait besoin d'un peu plus pour quand même étoffer un peu plus l'explication, la compréhension, la vision. Et le côté mental, justement, il y en a peut-être un peu trop, et on devrait élaguer un petit peu pour justement avoir cette meilleure compréhension. Oui, alors ce qui se passe, par exemple, en séance, on a vraiment cet alignement des plans, c'est-à-dire qu'on va faire parler certains plans quand on ne les entend pas. Parce que c'est un ressenti en fait qui vient et qui se dit non mais là il y a le mental qui a parlé. Il a besoin, en fait, c'est comment on accepte que ce mental il soit là et qu'il a besoin de s'exprimer pleinement. Alors on va l'écouter un temps et à un moment donné on va lui dire bon, ok, on t'a entendu. Et maintenant, mais en fait, qu'est-ce que le corps il a à dire sur ce qui se passe? Et puis là, tout d'un coup,
on va avoir d'autres choses qui vont ressortir, qui vont permettre de pouvoir aligner les deux plans, pouvoir mettre en cohérence et disons, mettre de l'espace sur cet espace qui était en silence, qui ne pouvait pas s'exprimer parce que le plan mental, du coup, était trop présent. Donc tu as un rôle de médiateur, en fait. C'est ça. Exactement. En fait, on va vraiment discuter. Et c'est ça, en fait, qui se passe vraiment en communication quantique. On ne reçoit pas seulement les mots. On va vraiment discuter entre les plans. Et puis parfois, c'est aussi dire stop. C'est aussi, c'est tout ce travail-là, en fait, de poser les bonnes questions. Et puis de dire stop à un certain plan à un moment donné. Parce qu'il est là et puis qu'en fait, il prend toute la place. Et puis, d'autres plans, du coup, n'arrivent plus à se mettre en mouvement à cause de ça. Et justement, quand j'entends que tu dis arriver à dire stop, je te connais personnellement parce qu'on est amis, mais c'est quelque chose que je reconnais chez toi assez souvent. C'est-à-dire que dans tes conversations, quand tu parles de situation XY, souvent tu dis, voilà, chacun a pu dire ce qu'il avait à dire, mais maintenant, stop. C'est-à-dire, comme si il y avait le fait de parler ne permet plus d'aller aussi loin. Et qu'en fait, le fait quand je dis parler, c'est s'exprimer ou démontrer, comme si aller trop loin dans l'explication, ça rendait la chose inutile. Enfin, pas inutile, mais comme si elle devenait obsolète. On a eu les informations qu'on avait besoin, c'est très important de les avoir. On a eu l'information de l'autre côté, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On solutionne. Et si on reste dans continuer à parler, on ne pourra jamais trouver cette solution. C'est un peu ce que j'entends. Je sais pas. Dis-moi si je me trompe ou. Oui, alors du coup, je reviens un petit peu à quelque chose qui n'a rien à voir, mais comme c'est connu du coup dans le contexte du graphisme. Ouais. Du coup, on a fait notre formation ensemble. Exact. Des années aux Arts Déco. C'est ça. C'était cool. Du coup, c'est un autre contexte, mais visuellement, du coup, on peut le représenter aussi par le plein et le vide. Ok. Donc, c'est-à-dire que les mots, c'est ce plein, finalement, ce qui remplit l'espace. Et puis, les espaces de vide sont aussi importants, en fait. Typiquement, dans un livre, c'est aussi ce qui va pouvoir reposer l'œil, en fait, d'avoir des espaces de vide, que les espacements entre les lettres soient réguliers, soient ajustés. Et visuellement, c'est ce qui va permettre qu'on va avoir cette sensation agréable finalement quand on lit un livre. Parce que si c'était hyper dense et puis qu'on allait jusqu'au bord des pages avec nos mots, eh bien ce serait trop en fait. Exact. Ce serait illisible en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir dire stop en fait. Voilà, exactement. J'aime bien ce parallèle parce que je me souviens, c'était une phrase qui nous était souvent répétée, n'ayez pas peur du vide. Oui. Et ça fait vraiment le parallèle avec toute notre vie, en fait. Mais c'est ça. Cette peur du vide, absolument monstrueuse, finalement, qu'on vit tous. Je veux dire, on l'a tous à l'intérieur de nous. Cette peur du vide, et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Et je crois que c'est normal, parce que la vie, c'est aussi le plein. Et puis le vide, on peut l'apparenter à la mort, finalement. Mais ça l'est pas forcément, dans le sens où... la vie est mouvement, et puis du moment où il y a du vide, ça va ramener du plein de nouveau. Donc voilà, après c'est comment on arrive à vivre cette transition-là finalement. Et c'est aussi ça aussi qu'il y a dans mes accompagnements finalement, c'est accompagner ce vide, se tenir la main aussi à ce moment-là. Parce que ce vide, il est là, puis on peut le regarder ensemble. Au-delà de la mort, ce vide, il représente quoi pour toi? Le vide, c'est quelque chose de... C'est vaste. C'est vaste. Allons-y. Non, mais c'est vrai, c'est vaste. Le vide, ça peut être tout et rien, en fait, en même temps. C'est-à-dire, c'est quoi le plein, alors? Le plein, c'est quand il y a quelque chose. Et finalement, il y a toujours quelque chose. Dans la vie, en tout cas, il y a toujours quelque chose. Parce que quand il y a un vide, il y a quelque chose derrière. Et c'est comment on laisse des espaces vides pour remplir avec des choses nouvelles, finalement. Puis c'est constamment comme ça. Constamment comme ça. En tout cas, là, aujourd'hui, je le vois comme ça. Okay. Et toi, dans le vide, comment tu te sens? Le vide, ça contracte quand même. C'est-à-dire?
ça contracte. Enfin, en tout cas, moi, je le sens dans mon ventre que c'est quelque chose qui... c'est comme une... Ouais, comme ce cœur, en fait, qui bat, finalement, qui pulse, qui, à des moments, finalement, est gorgé de sang, et puis à des moments, l'est moins, quoi, finalement. Donc, c'est cette pulsation, en fait, qui est là, et puis qui s'ouvre et qui se ferme, finalement. C'est une ouverture et une fermeture, puis c'est une façon de... C'est une façon qui, disons, n'est pas contenante, comme pourraient l'être finalement des limites, comme sur les pages, avec les vides, les bordures finalement qui sont vides. C'est ça. Où c'est très carré finalement et contenant comme ça. Que là, finalement, le vide, c'est cet espace illimité. Cet espace illimité de l'univers où en fait il est constamment en expansion et on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Puis derrière, je pense qu'il y a aussi la peur de l'inconnu qui se cache. Enfin, en tout cas, chez moi, ça s'amène comme ça, quoi, finalement. C'est assez marrant comme tu as décrit justement ce mouvement avec le cœur qui se remplit et se vide et se remplit et se vide et le battement, en fait, ce qui produit la vie, ce mouvement, pour revenir sur ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu parlais de plein, la vision que j'avais, c'était le bocal dans lequel on mettait plein de choses et on ferme. Et après, tu as souligné le fait de dire ce n'est pas un contenant. Et quand tu as donné cette image du cœur, justement, ça m'a illuminé la compréhension de l'histoire. Parce que finalement, que ça soit vide ou que ça soit plein, c'est jamais vide et c'est jamais plein. Parce que c'est pas contenu. C'est ça, exactement. Exactement. Mais oui, ça amène vraiment à cet espace complètement expansé ou complètement incontenançable, quoi, en fait, finalement. Je sais pas si ça se dit, mais... On s'en fout, c'est tes mots. On peut pas le contenir, quoi. Ouais. On peut pas le contenir, le vide. Et du coup, tu parlais justement de cette peur de l'inconnu. L'inconnu, ça représente essentiellement le vide, ça représente aussi le plein, le mélange des deux. Qu'est-ce que c'est cette peur ? L'inconnu, en fait, c'est l'inconnu. Ça peut être plein et ça peut être vide. Non, mais vraiment, ça peut être... Mais je pense que l'inconnu, c'est quelque chose qui est là et qui est nouveau, finalement. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on va connaître. On se met en confrontation à... Mais du coup, cette chose qu'on ne connaît pas, est-ce que ce serait pas du vide ? Et une fois qu'on le connaît, c'est plein. Oui, ça peut. Effectivement, oui, ça peut. Et du coup, je reviens sur ma question précédente. Comment tu vis le vide ? Et du coup, comment tu vis le plein ? Comment tu te sens à l'intérieur, en fait ? Comment tu te sens quand c'est vide ? Comment tu te sens quand c'est plein ? Quelle est ta vision du monde autour de ce vide et de ce plein ? Par rapport à notre société, par rapport à ce trop de mots, par rapport à tout ça ? C'est que, en fait, je le sens comme ça. Ce qui me vient, c'est ce que je sens souvent en séance, c'est cette contraction où, chez moi en tout cas, ça peut amener vraiment à ce stress de comment l'autre va accueillir le vide. Parce que à certains moments, y a du vide. Et pour moi, c'est ok. Sauf que des fois, la personne qui est en face, je ne sais pas dans quel espace elle est. Et puis le vide tout à coup peut être vraiment déstabilisant parce qu'il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mur auquel se raccrocher, quoi. Non, mais vraiment ce truc de vouloir être contenu. Et puis là, tout d'un coup, j'ai cette image de quand on est vraiment contenu finalement dans la poche des os de notre maman, où on est vraiment, vraiment contenu de tous les rebords, quoi. Où on est là, mais on est dans cette eau. Finalement, l'eau, ça peut être quelque chose de très illimité, comme l'océan. Mais du coup, si on est contenu dans quelque chose, du coup, on peut sentir vraiment ce sentiment d'être rassuré aussi, d'être tenu, d'être porté. Et puis c'est vraiment comment appréhender finalement ce vide avec ce plein aussi. Puis jongler entre les deux, en fait. En fait, dans la vie, on fait que ça, jongler entre les deux.
Et c'est vrai que le vide, ça peut faire flipper. Ton image, en fait. Avant que tu parles de l'océan, j'avais vraiment cette image d'un voyage que j'avais fait à Tenerife, avec des piscines naturelles qui se remplissaient en fonction des vagues. Tu vois, donc c'est vraiment dans la roche. C'est la roche qui était érodée par l'eau. Et les gens plongeaient à l'intérieur. Et il y avait un énorme anneau de roche où les gens plongeaient. Et je me rappelle, celui-là, je n'avais pas plongé. J'ai plongé dedans. Et en dessous de l'anneau, il n'y avait pas de mur. Tout était ouvert. C'était un anneau superficiel. Et je me suis retrouvé face à l'océan. Donc c'est plein d'eau, mais c'est un vide immense. J'ai paniqué, je suis sorti. Mais pourquoi ça peut être très flippant en fait. Oui, ouais. C'est ça. C'est vaste. C'est ça. C'est vaste, il y a tellement de choses. Mais toi, de ce que je vois, ça te motive, ça t'émancipe, J'ai l'image de toi comme une pirate qui va sur son bateau, qui traverse les flots. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Oui. Bah, en fait, je suis un peu une exploratrice. Je me sens comme une exploratrice souvent, en tout cas beaucoup dans l'intime. Et puis, d'ailleurs, je le relis à mon bas du ciel qui est en Sagittaire. Voilà, je me sens un peu comme une exploratrice, comme ça, vraiment de l'intime, et puis d'y aller en fait, quoi. Finalement, d'aller dans ce truc interne, en fait, finalement, cette émotionnalité, et puis aussi cette conscience intérieure, explorer plus loin encore, à chaque fois. C'est fou, parce que c'est vrai que le vide, c'est quelque chose, depuis que je te connais, j'ai l'impression que c'est vrai que ça t'entoure. Déjà à l'époque, quand on était à l'école de graphisme, tu collectionnais 2-3 trucs un peu design et tout ça. Et un jour, tu m'as dit, j'ai tout jeté. Ça prenait trop de place. Tu m'as dit, ça prenait trop de place. Je m'en souviens même pas. J'ai juste les souvenirs avec. Mais ça me ressemble tellement en fait, ça me fait penser, voilà, du coup c'est vrai que je suis passée par tout ce qui est du minimalisme finalement, puis du tri, puis d'essayer de vivre avec un minimum de choses, et du coup ça me parle beaucoup parce que j'ai ces envies de vide souvent, et du coup je vais faire du tri et ça va s'aménager dans ma vie sur plusieurs plans finalement, parce qu'il y a ce vide intérieur, mais il y a aussi ce vide par l'espace. Donc concrètement, matériellement, je vais faire le vide souvent, débarrasser plein de choses, et je vais me sentir tellement mieux après. Mais c'est ça. En fait, quand je vois chez toi, je me rappelle, comme tu dis, ces périodes en fait où tu es plus dans le minimalisme, où ça se remplit puis ça se revide. C'est que je me rappelle chez toi, à un moment donné, c'était juste blanc. Les murs sont blancs, les meubles sont blancs, tout est blanc. Et il n'y avait quasiment pas d'objets. Et aujourd'hui, je vois que tu remplis avec des plantes. Et donc, il y a des plantes de verre. C'est vert de partout, entouré de grands vides blancs. C'est incroyable. C'est ça. Oui, parce que j'ai ce lien en ce moment vraiment avec la terre, les plantes justement, et puis cette croissance finalement lente. Puis j'ai beaucoup ce lien aussi avec les minéraux finalement, enfin je me relie vraiment aux éléments en ce moment, donc ça rejoint finalement un petit peu toute ma démarche, et puis je sais pas si ça va continuer, j'en sais rien, peut-être que dans 6 mois tu reviens, il n'y a plus de plantes. T'es capable. Allez chiche, on se refait une séance dans 6 mois et puis on regarde ça. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et du coup, en fait, justement, tu te connectes aux plantes, aux minéraux, tout ça. Quelle est cette connexion, en fait? C'est quoi cette connexion? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment... donc là, je me replonge il y a à peu près 2 ans, où j'ai vécu une rupture sentimentale qui m'a beaucoup bouleversée, finalement. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, du coup, de rencontrer quelqu'un qui jouait du bol chantant, du coup, d'aller à un bain sonore. Et ça a été absolument extraordinaire parce que ça m'a accompagnée vraiment sur des plans qui n'étaient pas dans le mental. Et j'ai vraiment effectué des voyages en fait, parce que ça nous met en état de transe en fait finalement. D'écouter ce son, elle faisait je pense 1 heure, en tout cas 1 heure, voire 1h30 à l'époque quand j'y allais. Et c'était vraiment une plongée en moi, mais sans pour autant y mettre le mental. Donc je lâchais complètement prise. Et ça relâche absolument toutes les tensions dans le corps. Et je suis tombée amoureuse en fait des bols chantants en cristal. C'était des bols chantants en cristal.
Et c'est vrai que ça m'a beaucoup portée. Et petit à petit, du coup, j'ai connecté avec les minéraux à ce moment-là. Donc en fait, les minéraux composant les bols, Oui, c'est ça. ou les minéraux de Exactement. manière générale. Après, bah, ça s'est fait tout seul, en fait, ça s'est expansé tout seul parce que je pense que j'avais déjà à cette époque-là, j'avais cette sensibilité finalement. Et puis ça s'est fait absolument tout seul. Il y a eu la communication quantique avec tout ça qui est venu, qui m'a transmis des informations en fait finalement. Enfin, j'ai pu recevoir des informations grâce à ça. Et puis vraiment connecter avec chaque minéraux. Donc c'est-à-dire que chaque bol m'a apporté quelque chose. Chaque bol a des spécificités aussi au niveau sonore. Donc du coup ça vient vraiment toucher des parties du corps qui sont différentes. Et puis j'ai compris à quel point en fait les minéraux avaient des savoirs anciens à nous transmettre parce qu'ils ont un fonctionnement qui est beaucoup plus lent, qui est très différent du nôtre. Et ils transmettent des messages en fait, des connaissances qui sont là, ancrées finalement, bien ancrées en fait finalement dans la terre. Mhm. Et puis le monde végétal il est venu par petites touches. Du coup, un peu avant, parce que ça m'a permis aussi, moi, justement, de venir dans un espace qui était moins mental, en mettant les mains dans la terre, et vraiment en étant dans mon activité pleinement, ben, je me relie finalement à tout le vivant, en fait. Tout le vivant sans pour autant mentaliser tout ça, ou vraiment, enfin voilà, aujourd'hui j'ai le recul pour dire ça. Mais au début, je me suis juste dit, en fait, je vais planter 3 tomates et puis voir comment ça pousse. Parce que je pensais pas du tout avoir la main verte. Et en fait, finalement, c'est une question d'apprentissage. C'est une question d'apprentissage et puis surtout, une fois qu'on a cette connexion à la terre, de mettre les mains dans la terre, ben, on n'a plus envie d'arrêter, en fait. Et puis je crois que j'avais vu des études, en fait, où c'est chimique, en fait, carrément. C'est-à-dire qu'il y aurait des bactéries dans la terre, finalement, qui nous apportent des choses au niveau physique, en fait, du fait de les toucher et tout ça, et d'être en contact. Donc, du coup, en fait, ça nous apporte du bien-être. Donc voilà, je ne sais plus du tout quelle étude, quoi, comment, hein, j'avoue, mais j'avais lu ça, et puis c'est vrai que je l'ai lu par après. Hein, je ne l'ai pas lu pour commencer. J'ai vraiment fait ça instinctivement, en me disant, parce que je fonctionne beaucoup à l'instinct, instinctivement, en me disant, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tenter. L'exploration de nouveau. Ouais. Et j'ai tenté le truc, et c'est vrai que ça a été un bonheur, même au niveau familial, de voir mes enfants qui allaient picorer des tomates cerises, en fait, sur le balcon, c'était absolument génial. Mais oui. Donc voilà, et puis c'est vrai que ça m'a poussé plus loin, et puis voilà, maintenant j'ai plein de plantes, je sais plus combien j'en ai, à l'intérieur, à l'extérieur, je plante toujours des tomates l'été, parce que c'est mon truc, quoi. C'est le petit truc que j'aime bien avoir là, à dispo pour les enfants. Et donc justement, de ce que j'entends, les plantes, c'est comme une extension des minéraux. Parce qu'en fait, tu dis justement que tu as lu des études, tout ça, tu sais pas laquelle c'est, puis tu as une approche quand même qui est assez énergétique, holistique. Moi qui ai une vision un peu plus scientifique des choses, pour moi, un minéral, c'est pas que un caillou. Un minéral, c'est typiquement tout ce qu'on boit dans l'eau, calcium, magnésium, etc., qui sont des minéraux. Et tout ça, en fait, aggloméré ensemble, on a ce qu'on appelle une pierre. Le truc, c'est que à l'espace infini, c'est-à-dire minuscule, ce sont des éléments qui sont vitaux pour nous. Donc les minéraux, c'est la vie. On en mange. On mange des cailloux, si on voudrait dire. Oui. Donc, concrètement, moi, ce que j'observe dans ce que tu dis, c'est que ta connexion aux minéraux est autant à travers le sens du toucher, quand tu travailles la terre, mais aussi avec le sens de l'ouïe, des bols chantants. Comme si finalement le minéral, la pierre, chantait pour de vrai, et que tu entendais sa voix en fait. Mmh. Oui. Alors ça me connecte très fort en fait, parce que chez moi, depuis toujours, hein, je pense qu'il y a eu toujours cette sensibilité au toucher. Et puis c'est quelque chose que j'ai pas toujours écouté en fait.
Et puis, du coup, de fil en aiguille, je me suis un peu écoutée. Et puis, c'est vrai que du coup, je peux être quelqu'un qui est pas très tactile. Parce que pour moi, le toucher, ça peut être vraiment agressif ou vraiment très agréable, mais ça peut aller vraiment en profondeur. Puis, c'est quelque chose de très important. Et puis, ce qui se passe, c'est que je fais des synesthésies. Donc, c'est-à-dire que je vais mélanger les sens, en fait. Et du coup... le bol chantant est venu me toucher profondément. Alors que, à l'époque, je me rappelle de ces séances où au départ, quand on ne connaît pas les bols chantants, on se met quand même assez à distance, de peur que le son soit peut-être un peu fort, et puis même à distance en fait. La vibration était capable de me toucher vraiment profondément, très très fort, très très loin, de m'amener très très loin. Et c'est vrai qu'il y a le toucher, par vraiment le sens du toucher, mais il y a le toucher aussi par le sens de l'ouïe chez moi. Donc ça va se mélanger en fait, les deux sens vont se mélanger. C'est comme si le bol, il venait me toucher par l'ouïe, mais aussi par la vibration finalement, parce qu'il va vibrer, ça vibre très très fort en fait, les bols. Et puis la vibration est portée dans l'espace, donc on va les sentir. Même si on est à 3 mètres, on va les sentir en fait physiquement. Et puis même, j'ai fait des séances en ligne, donc uniquement par l'audio finalement. Et le son vient toucher quand même. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, en tout cas chez moi. Et cette sensibilité, en fait, elle m'amène aussi à amener ça aux autres. C'est à être plus sensible finalement à tout ce qui est du toucher, en fait, de comment on est touché et comment on touche les autres. C'est super, j'adore. Et tu vois, ça c'est moi qui ai peur du vide. Un moment qui est... Vivant du vide. Non mais c'est ça. Toi je te vois, t'es pleinement à l'aise là-dedans et moi j'ai senti, il y a un vide. Ouais. Et finalement... C'est drôle, parce que du coup ça me fait penser que chez moi... tout à l'heure tu m'en parlais mais c'est pas venu, puis là tout d'un coup ça vient. C'est que chez moi je peux avoir peut-être plus peur du contenant que du vide, d'être contenu. Et chez moi il y a beaucoup de ce besoin de liberté, d'expansion, d'exploration, donc j'ai toujours besoin d'aller plus loin. Et si on prend un bocal et qu'on me ferme dedans, ça va être affreux en fait. Je vais être là et je vais cogner en disant je veux sortir. Voilà, du coup il y a vraiment ce truc là du coup qui ressort là dans ce que tu dis, tout d'un coup qui me vient au visage en me disant oui en fait il y a ce truc chez moi où oui, le vide c'est aussi la liberté peut-être. Ouais. Et du coup en contradiction, je veux dire le paradoxe c'est que du coup quand c'est plein, c'est enfermant. Ouais. T'es vraiment la pirate sur son bateau. Vraiment. Je l'ai vraiment senti, ce moment de vide, là où il n'y avait pas de parole. Moi, j'ai commencé à avoir une réaction en moi, de dire, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus rien. Et toi, je t'ai vu, c'est comme s'il y avait une petite brise qui passait sur tes cheveux et que c'était toute relax, c'était incroyable. Cheveux au vent, tu sais, l'œil qui brille. Mais c'est ça, le moment, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Juste on respire. C'est ça. Et justement, donc, pour revenir sur les bols, tu disais qu'ils t'ont touché donc profondément et qu'ils t'ont fait plonger en toi. C'est comment en soi? C'est comment en soi? Alors, je crois que... du coup, je sais pas si j'ose, là, poser beaucoup de mots là-dessus, sur ma propre expérience, parce que, pour les gens qui nous écoutent, en fait, je me dis, c'est une expérience à vivre. C'est vraiment pas une expérience à intellectualiser. Parce que c'est un espace où on relâche, en fait, complètement. Et chacun va le vivre différemment. Et puis, c'est assez intéressant, d'ailleurs, de le vivre et seul et en groupe, parce que seul, on va avoir cette expérience de le vivre juste pour soi.
avec la personne qui nous accompagne. Et puis en groupe, il y a aussi cette expérience-là de connecter au groupe en même temps. C'est un espace où on vit sa propre expérience au niveau individuel, et puis le fait d'avoir un échange en fait avec d'autres personnes qui ont été dans cette pièce en même temps que nous, on va pouvoir aussi voir comment les autres personnes le vivent, au-delà de notre expérience individuelle. Et là, en fait, il y a tellement de choses différentes qui ressortent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le vivre de manière corporelle, où le bol, il va venir toucher des tensions, des choses qui sont stagnantes dans le corps. Donc ça peut être des douleurs. Ça peut vraiment amener dans la douleur. Et c'est ces crispations, finalement, qui vont se détendre. Et voilà, il y a des gens qui parlent beaucoup de ressenti corporel. Et puis, personnellement, moi, je sais que j'ai pu partir très très loin, vraiment comme en hypnose, ou même plus loin, quoi, en fait. Parce qu'en hypnose, je pars dans des espaces qui vont être précis, parce que c'est guidé, parce qu'on a décidé d'aller voir ça pour une raison particulière, qu'avec le bol, c'est vraiment... Voilà. Après, j'ai toujours fait des séances où je posais une intention au départ. Donc oui, j'ai posé une intention, mais j'ai laissé libre cours en fait. Puis je pense que cette exploratrice en moi m'emmène vraiment dans des espaces d'exploration hyper lointains. Puis après, c'est vraiment de se connaître soi-même finalement, et puis de comprendre qu'en fait on est comme ça, ou on est comme ça, ou on a envie d'explorer par le corps, ou on a envie d'explorer par le rêve. Et puis c'est très différent. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des moments où voilà, j'avais vraiment besoin d'explorer aussi physiquement, et puis j'avais des tensions dans le corps qui se relâchaient. Puis des fois, j'avais besoin d'explorer plus par l'imaginaire, et puis ça venait m'amener dans un imaginaire. Puis d'autres moments où ça pouvait aussi m'amener sur des flashs souvenirs, tout d'un coup, et puis sinon, c'était le vide. Donc voilà, c'est vraiment... je pense que c'est une exploration vraiment personnelle. Et puis ça dépend de notre sensibilité, et physiquement, et au son, et finalement des périodes de vie aussi, parce qu'on fait des périodes de vie différentes, puis qu'il y a certaines périodes de vie, on aura plus besoin d'une chose, et puis il y a d'autres choses. Donc voilà. Et tout ceci dans ta vie, ça s'articule comment ? C'est-à-dire, comment tu prends le temps de t'occuper de tes enfants, comment tu prends le temps de faire des séances de bol chantant, comment tu prends le temps de faire ton travail, comment tu prends le temps, tu vois, comment tout ça en fait s'articule, parce que tu es en pleine expansion dans ce vide, mais en même temps, tu as des obligations qui remplissent cet espace. Comment tu fais pour que ça soit pas trop plein, te sentir contenancé, et finalement pouvoir explorer ton vide et tes aventures, tes expansions, tes découvertes, tes explorations? oui, alors c'est complexe. J'imagine. C'est complexe, c'est-à-dire que c'est toujours... c'est là où je pense que j'ai développé des compétences d'organisation qui sont juste dingues. Parce que... et je pense que c'est aussi ce qui m'a amené à développer des compétences aussi éducationnelles, si j'ose dire. J'aime pas trop dire qu'on éduque les enfants, je pense qu'on les élève surtout, mais j'ai développé des outils qui me permettent aussi d'avoir cette flexibilité aussi avec les enfants, parce que du coup j'ai eu mes enfants, là les deux sont scolarisés, mais j'ai eu mes enfants quasiment non-stop, quoi, en fait, sur 5 ans. En tout cas, j'avais ma petite qui était là constamment. Et puis, c'est du coup comment on gère l'espace, en fait, entre les uns et les autres. Et puis, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, j'ai besoin d'espace parce que j'ai trop rempli, en fait. Et j'avais beaucoup rempli des autres, sans faire attention à moi. Donc, je suis revenue à moi, du coup, et j'ai voulu remplir de moi. Donc j'ai fait autre chose, c'est-à-dire que je ne suis pas allée remplir des autres, je suis allée remplir de moi. Et du coup, à ce moment-là, c'est jouer avec ses limites. Ses limites, ses contenants, en fait. C'est-à-dire que ça peut être des contenants qui ne sont pas figés, rigides. Et c'est là où ça va peut-être rejoindre les minéraux, qui ne sont pas forcément des cailloux. C'est ça. Les minéraux peuvent être un petit peu volatiles quand même. Et puis du coup... on peut bouger les espaces, en fait. On peut décider de bouger les espaces, et c'est qu'une question de perception des choses.
Donc à un moment donné, quand le contenant il n'est pas assez grand, bah, on trouve un autre contenant. On recycle, je sais pas, on trouve des solutions. Et c'est vraiment ça, en fait, constamment que je fais. C'est là où, au niveau organisationnel, ben, j'ai développé des compétences et je me débrouille toujours, en fait, pour aménager l'espace comme moi j'en ai besoin. Et je me repose des questions, en fait, constamment. C'est-à-dire que je vais prendre rendez-vous avec moi-même. Là, en ce moment, c'est tous les mois. En tout cas, j'ai une fois par mois où c'est vraiment organisationnel, où je vais reposer mes objectifs, je vais reposer mes envies. Et je vais dire, ok, ben ça s'ajuste pas avec le temps que j'ai. Si je me dis, bon, bah, ok, j'ai un mi-temps, en fait, pour mes consultations, bah là, j'ai envie de plus de consultations, je vais aménager plus d'espace. Et puis, si bah là, je me dis, bah en fait, au niveau financier, bah là, je vais avoir besoin de plus. Ok, mais comment je m'amène plus? Et puis, en fait, je tire des lignes sur l'avenir pour me dire, bah là, en fait, c'est qu'il faut que je mette de l'espace pour ça. Et puis après, je priorise, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment au niveau organisationnel, bah, j'ouvre des espaces exprès pour m'organiser. Et puis là, bah, en termes pratiques, bah là, aujourd'hui, j'ai effectivement à peu près un mi-temps, du coup, pour tout ce qui est consultation, tout ce qui est transmission autour de mon activité professionnelle. J'ai là un désir aussi d'aller confronter plus fort mes limites et du coup de prendre une activité professionnelle employée. Donc du coup, je suis en train d'aménager cet espace-là pour trouver un petit peu de place en fait pour ça, pour moi aller dans le concret. Et à côté de ça, il y a mes enfants, mais mes enfants c'est juste incroyable parce que les gens voient les enfants comme des limitations à leur liberté. Et en fait, moi, je l'ai vu aussi comme ça à un moment donné. Et puis, je l'ai perçu finalement comme une expansion, parce que je me suis rappelé tout ce que mon grand aussi m'a ouvert, en fait, quand il est né, justement, sur tout ce qui est de l'éducation, tout ça, de la façon de percevoir la famille. Et finalement, il m'a expansé, il m'a donné plus de liberté là-dessus. Et c'est assez fou quand je reviens dans cet espace, parce que à chaque fois que je dois avoir des interactions avec mes enfants, donc c'est typiquement de prendre soin d'eux, d'aller les chercher à l'école, de les nourrir, puis de passer du temps à discuter avec eux de leurs problèmes, ou alors des disputes entre eux, voilà, enfin le quotidien d'une maman quoi. Bah, finalement, chaque interaction prend un espace comme l'espace de thérapie que je peux ouvrir avec des personnes qui sont inconnues. C'est chaque interaction va ouvrir cet espace de mouvement en moi. Donc en fait, c'est pas limitant, c'est moi qui le vois comme une limite avec mon prisme. Si je me dis ah non, mais en fait là je suis en train de faire quelque chose, je veux pas m'interrompre parce que mes enfants se sont disputés. Là, je peux le voir comme une limite sur ce que je suis en train de faire. Sauf que si j'accepte qu'effectivement c'est comme ça et je vais ouvrir cet espace, finalement je me rends compte qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que mes enfants ils ont aussi ouvert cet espace avec moi. Donc, je vais évoluer en fait avec ça. Ça va me permettre en tout cas d'évoluer. Et puis parfois, c'est assez drôle parce que du coup, il y a ces moments où eux, ils vont se disputer à un moment précis de ce que je suis en train de faire, puis que ça va m'amener une compréhension en fait avec ce que je suis concrètement en train de faire qui n'a rien à voir avec eux. Typiquement, je peux être en train de lire un bouquin sur l'astrologie et puis leur dispute n'a absolument rien à voir, quoi. Mais j'arrive à faire des liens, du coup, constamment, en fait, comme ça. Et puis c'est vrai que ça me permet, du coup, de me voir constamment en expansion, finalement, plutôt que d'être dans cette contrainte, en fait, matérielle, si j'ose dire, ou organisationnelle. Et je le vois, finalement, comme un espace de jeu. Le lion en moi. Voilà. Mais donc du coup, toute cette expansion, c'est un peu cette manière que tu as, toi, d'évoluer dans ta vie et de jouer justement sur tous les contenants qui peuvent exister et s'expandre entre eux. Du coup, selon toi, c'est quoi qui est limitant dans notre société? Qu'est-ce qui est limitant pour les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens
bloque, souffre Qu'est-ce qui fait que ça limite en fait? Qu'est-ce qui fait que cette expansion n'est pas possible pour certaines personnes? Tout est rien. Tout est rien parce que, en fait, on est tous absolument différents et c'est ça la richesse aussi des espaces que j'ouvre, c'est que je découvre en fait des personnes complètement différentes. Et puis, alors oui, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mental en fait dans notre société qui fait que le mental peut être parfois une limite. En tout cas, on peut le sentir beaucoup aujourd'hui, et en tout cas des gens que je peux avoir en consultation, ça peut être ça. Mais pas que, il y a tellement de limites en fait, tout peut être limitant. Les émotions, ça peut être limitant. Le corps, ça peut être limitant. Et en fait, on a tous nos limites et on a tous nos expériences différentes. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment jouer tout le temps, constamment avec ces limites, ces libertés, ces expansions, cette acceptation finalement de ce qui est aussi au niveau des limites. Mais ça va pas forcément être le jeu de la personne qui est en face de moi. Et puis, c'est comment moi, par mon prisme et par mon expérience et mon travail là-dessus, finalement personnel, je vais amener une clé de compréhension différente à la personne. On peut avoir vraiment des limites sur absolument tout. Et c'est vraiment à l'intérieur, comment est-ce qu'on va poser aussi concrètement qu'il y a une limite là. Parce que quand on dit qu'on est limité, c'est qu'on ne le voit pas. Typiquement, quand je parlais de la dispute, c'est que en fait, je suis focalisée sur ce que je suis en train de faire plutôt que sur l'espace global systémique qui est autour de moi. Et que du coup, je pense que c'est le truc le plus important. Mais tout ça, c'est dans ma tête. Je pense que c'est le truc le plus important. Et du coup, je peux m'agacer, m'énerver parce qu'il y a quelque chose qui m'interrompt. Et c'est là où, si moi, je me regarde depuis l'extérieur, je vais voir que j'ai posé une limite toute seule. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de limite. Il y a quelque chose qui se passe, et puis je vais pouvoir reprendre mon truc après. Comme tu le dis, ça se passe dans la tête. Si toi tu te mets, en guillemets, à côté pour voir la scène en tant que spectateur, il n'y a zéro limite. C'est ça. Et c'est un travail, il y a zéro limite, il y a même un espace d'ouverture dans cet espace-là que mes enfants me proposent à ce moment-là. Qu'en fait, c'est vraiment une question de perception. Et puis prendre conscience, et justement avec la communication quantique, c'est ce que je vais faire, c'est ce qu'on va faire ensemble, en fait, finalement, en séance, c'est s'amener cette possibilité de prendre de la hauteur, ou pas, des fois, c'est pas du tout ce qui est... Mais on peut s'amener cette prise de hauteur et cette conscientisation. Parce que conscientiser, c'est un peu se regarder finalement d'un peu plus haut ou de l'extérieur, en voyant on peut être en train de faire une action et en même temps se regarder de l'extérieur, faire les deux en même temps. Et du coup, le faire de cette façon-là, on conscientise ce qu'on est en train de faire. On est vraiment en conscience de ce qu'on est en train de faire. Et le fait d'amener cette conscience-là, ça permet de faire lever des limites, ou alors de les voir encore plus, puis de se dire, ok, là il y a des limites, mais j'ai envie d'en faire quoi? Est-ce que j'ai envie de les laisser là ou pas? Et puis ces limites, parfois elles sont vraiment utiles. Justement, comme dans la poche des os, elle est importante jusqu'à la fin de la grossesse. Et à un moment donné, c'est important de la briser et de sortir. Et c'est vraiment faire ce choix-là, faire le choix. C'est de ne pas laisser cette limite-là inconsciente, parce que c'est là où ça va pouvoir aussi s'en mêler émotionnellement, physiquement ou sur d'autres plans. Mais de voir cette limite, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir en faire un choix. Rechoisir cette limite, finalement. Et quand on rentre à l'intérieur de soi, qu'on va en profondeur, est-ce qu'on est capable de faire ce même travail que de sortir de soi? Ou est-ce que c'est différent? Quand on rentre à l'intérieur de soi... Est-ce que c'est possible de faire cette même observation de limites, c'est-à-dire peut-être pas la même, mais une autre expérience où on pourra justement voir quelles sont certaines limites qu'on peut avoir, que l'on subit, et du moins les découvrir et pouvoir faire cet avancement?
Quand on vient faire un travail interne, tu veux dire? Exactement. Ben oui, alors en fait tout est juste, tout est possible. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire dans le développement personnel aussi qu'il faut beaucoup aller à l'intérieur de soi et puis voir à l'intérieur de soi et puis méditer et puis que tout est en nous. Et puis en même temps, tout est à l'extérieur aussi. Enfin, moi aussi, c'est beaucoup ma perception des choses et c'est aussi ce que l'astrologie m'amène aussi, dans le sens où enfin, tout ce qui est dans le ciel finalement est en nous aussi. Quand on va explorer notre carte de naissance, c'est ça aussi, c'est voir que ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Que ce qui se déploie finalement en haut se déploie en bas aussi. Et comprendre qu'on peut apprendre par l'expérience, donc en se confrontant aux limites extérieures, ce qu'on appelle extérieures dans nos sociétés, mais on peut aussi apprendre en plongeant en soi. Et ça, c'est vraiment un choix, en fait. C'est un choix, c'est-à-dire qu'on peut le faire en faisant comme ça ou en le faisant par l'extérieur. Après, moi, mon chemin personnel, ça a été de faire de l'espace pour moi et puis d'apprendre à me connaître. Moi, pour moi. Et puis, je suis passée par la méditation. Alors aujourd'hui, j'ai plus de la méditation en mouvement que de la méditation sans mouvement corporel. Mais c'est très personnel après. Enfin voilà, de toute façon, on est toujours en mouvement, même quand on est stagnant. Et c'est ça que ça m'a appris en fait, la méditation. C'est de m'arrêter et de voir qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y avait un mouvement constant. Et que j'ai une intériorité qui est peut-être pas celle de tout le monde, qui est juste énorme en fait, mais qui du coup est là en fait. Enfin voilà. Et puis du coup, c'est me dire, ok, j'ai une grande intériorité, il faut peut-être que j'aille l'explorer. Parce que moi, j'ai eu ce besoin-là. Après, c'est pas le chemin de tout le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup à l'extérieur. Et ça, avec l'astrologie, on va pouvoir le voir. On peut voir sur la carte de naissance. Donc, c'est la carte, la position en fait, des planètes au moment de la naissance dans le ciel, qu'on va aller explorer. Et puis, on va voir en fait tous les placements qui vont nous dire plus ou moins en fait d'où on vient, les intentions qu'on a, les outils qu'on a en fait dans cette vie-là. Et là, c'est vrai que ça va être un moyen d'exploration qui va être énorme en fait par rapport à soi-même. C'est-à-dire de se voir en fait dans chaque espace qu'il y a sur notre carte en fait, se reconnaître. Et quand on va se reconnaître, finalement on se regarde un espace, on se voit en action, on est en action et en même temps on se voit en action. Donc on a cet espace d'observation et de conscientisation de qui on est. Puis après, plus on va se connaître, plus aussi on va avoir de la facilité à se valider dans ce qu'on fait et en même temps à faire des choix qui vont être confortables pour nous. On va choisir parfois de se mettre dans l'inconfort d'ailleurs, mais du moment où on le fait en conscience, ben, on le vit de façon beaucoup plus sereine. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens et je vois finalement de l'exploration interne personnelle. Ce que je trouve super là-dedans, c'est vraiment cette image de plonger l'extérieur, le vide, le plein, le mouvement. C'est des choses en fait qui sont très présentes chez toi. Et c'est vrai que là, sur tout ce que tu viens de dire, j'ai vraiment eu une image de toi qui était incroyable. Tu me dis si je me trompe, c'est comme ça que je visualise. C'est comme si en fait, tu étais sur ton bateau pirate en train d'explorer. En dessous, t'as l'eau. En haut, t'as l'air. Tu plonges à l'intérieur. Tu vas vraiment... Mais vraiment, ton bateau, il est très haut. T'es sur le mât tout en haut. Donc, tu te jettes dans le vide. Tu plonges à l'intérieur. Tu vas dans les profondeurs. Tu te transformes en dauphin. Tu remontes. Et là, tu refais un bond avec arrière, dans le ciel. Et tu recommences. Et j'ai l'impression que tu explores, en fait, à chaque fois des distances qui sont toujours égales. Avec toi, tout est équilibré, dans le sens où c'est aussi plein que vide, c'est aussi vide que plein. Et finalement, tu vas... Là où certaines personnes vont rester genre, bah, c'est un petit peu vide, c'est un petit peu plein, ça me va. Toi, tu vas vraiment explorer le grand vide intersidéral et la plongée profonde incommensurable. Et il y a une espèce d'étirement qui se fait comme si tu avais un arbre qui s'élance dans le ciel avec des bras qui sont vraiment immenses, qui vient embrasser le ciel,
qui revient sur un tronc hyper mince, c'est là où on coupe en fait, là où c'est plus fragile finalement, et s'enfonce dans la terre, dans des racines qui s'expandent tout aussi bien que les branches et qui vont explorer des profondeurs infinies en fait. Se nourrir d'air, se nourrir de minéraux, se nourrir de tout. T'es une plante en fait. Mais oui, en fait, ça me parle beaucoup, beaucoup trop, en fait. Ça me parle beaucoup trop. Je pense que j'ai ce point d'attache. J'allais dire port, mais c'est pas aussi grand. C'est tout petit. Ce port d'attache, tu sais, ce serait vraiment un truc extrêmement fin, tu vois. Pas un truc immense, juste un truc extrêmement fin. Où genre, je sais où est ma racine. Et puis finalement, bah, je peux... aller vraiment voguer où j'ai envie, comme j'ai envie. Et, enfin voilà, c'est juste infini quoi en fait. Enfin, voilà, vraiment, je pense que je suis connectée très fort au champ des possibles. Infini quoi. Infini. Waouh. Bah écoute, franchement, c'était un très bon moment. J'ai appris énormément. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Enfin, moi j'ai passé un super moment aussi. Et puis je pensais pas aller dans tous ces espaces d'exploration avec toi du coup. Et du coup, merci d'avoir ouvert cet espace. Et merci à toi. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Quelque chose t'est passé par la tête? Est-ce que tu as une vision? Non, écoute, juste que bah, c'était génial, c'était doux, c'était chaleureux. Et puis que ben, merci à toi. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter aussi, et puis ben, aux gens qui vont écouter aussi. Mais merci à toi d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir participé au mois d'août à l'EM, et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.